Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Directement de Mont-Saint-Hilaire sur la rive sud de Montréal au Québec, Canada. Nous étions le samedi 11 juin 2022 pour le Vidéorandia numéro 24. Conception, animation et montage de Richard Glenn, l'ésotérisme du Nouveau Monde, moi-même. L'invité, M. Jean Librero, traducteur devenu ufologue, ayant traduit beaucoup de livres en français. On peut appeler ça de l'ufologie livresque mondiale. Allez jeter un coup d'œil sur les Vidéorandia numéro 21 qui nous prépare bien cette rencontre d'aujourd'hui. Le complément surprenant est maintenant disponible sur le site régulier d'Ésotérisme expérimental. À la musique qu'on entend, Daniel Morancy, soutien technique Emmanuel Stéphane Donald et Jeannot, recherchiste Louis Ferland, à la régie Spirale. Conception du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Le 14 juin 2022, ce sera la grande lune, la plus grosse lune, puisqu'elle sera à son périgée le plus proche de la Terre. Et voici ce que d'autres croient être un ovni par un mauvais ajustement de la lentille de caméra. Pour faire un prolongement avec l'émission de la semaine dernière où on parlait de l'ufologie à Québec, eh bien oui, cette semaine, c'est l'ufologie livresque mondiale, avec nul autre qu'un traducteur de livres. Alors, il en a vu des livres en ufologie pour les traduire de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, du portugais, en français. Il s'agit de M. Jean Librero, qui vit en France et qui est notre invité. Il était notre invité, je devrais plutôt dire, en 2018. Au début de l'année 2018, il était venu sur mon émission. Le tout avait été enregistré et réservé qu'aux abonnés du club créé de l'époque. Mais comme le hasard est toujours la science des anges, aujourd'hui, il était prévu de venir sur notre émission. Et pour des raisons, comme on entend de l'autre côté de la rivière Richelieu présentement devant le Mont-Saint-Hilaire, regarde là-bas, je veux dire, là. C'est parce qu'il y a un bateau en arrière de toi. Je peux pas pogner les deux, là. Il y a de l'action. Monsieur Librero n'a pas pu se présenter pour notre enregistrement tel que prévu pour cette semaine. Alors, en lieu et place, j'ai eu l'idée de vous présenter et de débloquer du club créé pour le mettre à la disposition de tout le monde, l'entrevue qu'il nous avait donnée, je le répète, en 2018, avant la pandémie, autrement dit. L'émission d'aujourd'hui se divise en 3 sections. La première partie, Jean Librero va nous parler des livres qu'il a traduits, des événements ou des cas qu'il a trouvés les plus intéressants. Dans la deuxième partie, on en arrivera évidemment à parler des enlèvements, des abductions, des manipulations faites par des aliens, des étrangers. Hein? Des aliénigènes. Des aliénigènes, comme on dit. Bien, ça va nous amener à vivre une deuxième partie avec Jean Librero. Quelles seraient les activités de ces êtres-là si on commence à regarder, puis on est en 2018, ce qui se passe dans notre monde à l'époque et surtout maintenant? Est-ce qu'ils n'interviendraient pas un peu comme dans la règle de le fameux livre de l'art de la guerre de Sun Tzu de Chine? La première règle, c'est de ne pas déclarer de guerre, d'agir de façon à ce que l'ennemi, celui qu'on veut dominer, ne sache pas qu'on est en guerre contre lui. Et de cette façon très subtile, on n'entend jamais parler du phénomène extraterrestre avec sérieux, jusqu'à maintenant. Et vous allez entendre Jean Librero nous amener des considérations que des êtres contrôlent le cerveau des êtres humains qu'ils adoptent, qu'ils enlèvent.
Alors, on commence à comprendre pourquoi il y a des politiciens, il y a des scientifiques qui gardent le mutisme devant la tournure des événements qui semblent complètement déréglés et sans bon sens. Est-ce que vous réalisez à quel point l'entrevue que j'ai faite avec lui en 2018 était très précurseur des événements qu'on connaît maintenant? À vous de tirer vos conclusions. Je n'en tire pas ici présentement. Je vous laisse comprendre que le phénomène OVNI, s'il est caché, si on ne sait pas qui ils sont, s'ils se présentent la nuit en général, il y a peut-être quelque chose à cacher qu'on va peut-être découvrir dans les mois qui viennent. Il y a peut-être 2-3 catégories d'êtres extraterrestres qui n'ont pas les mêmes fonctions, les mêmes intérêts face à notre humanité. Et la troisième partie, c'est de dire à M. Librero, mais vous êtes un traducteur, qu'on pourrait dire ufologue, parce qu'il s'est spécialisé dans le domaine, comment vous voyez votre implication personnelle dans la suite des événements de 2018? Imaginez maintenant. Alors, c'est sûr que je le reçois pour peut-être vous le présenter la semaine prochaine, conséquemment aux événements qu'on connaît maintenant. Et le phénomène extraterrestre serait-il derrière la subjugation de toute l'humanité? Et ça a peut-être été le cas depuis des milliers d'années, sans qu'on s'en rende compte, mais maintenant ça devient évident. Peut-être ont-ils obtenu ce qu'ils voulaient de l'humanité, développer une très haute technologie de pointe pour leur permettre de réactiver des appareils qui étaient inopérants depuis la destruction de la dernière civilisation, grande civilisation sur Terre. Pourquoi pas, hein? Alors Geneviève nous montre... La Lune. La Lune. Et vous vous souvenez de Daniel Aran qui a fait un livre sur les bases secrètes sur la Lune. Alors, on commence à rejoindre les deux bouts, on trouve les morceaux du casse-tête, peut-être comprendre maintenant la réalité de ce qu'on appelle le phénomène extra, moi j'ai toujours dit intraterrestre, et avec un changement de civilisation que nous subissons présentement depuis 2 ans, et c'est pas terminé. On se redonnera rendez-vous en février 2023. On comprendra peut-être à ce moment-là le sens de ce rendez-vous avec un vaisseau, des vaisseaux spatiaux, des vaisseaux spéciaux. Bonne émission. Le premier que j'ai traduit, ça s'appelle, en français, c'est « Entretien avec l'alien ». Matilda O'Donnell McElroy, infirmière de l'armée, qui s'était occupée d'un extraterrestre qui avait survécu à un crash d'une soucoupe volante, était restée en contact télépathique avec cet extraterrestre pendant des semaines et des semaines. Le tout est répertorié dans ce livre exceptionnellement intéressant pour comprendre la psychologie de l'être extraterrestre qui observe la psychologie de l'être humain à travers Matilda O'Donnell McElroy. Je vous le recommande, vraiment. Prétendument, oui. Pour moi, c'est un sujet qui est très sérieux, même si c'est un dossier qui est mis à l'écart par les ufologues qui se disent sérieux. Hein. C'est toujours pareil, comme on dit, l'âge est relatif et le sérieux... aussi est une bouteille, hein. Tout le monde peut se dire sérieux. Ouais. Il y a toujours une ligne mainstream, toujours des maîtres à penser qui nous disent voilà ce qui est sérieux, et puis là tu vas trop à droite, là tu vas trop à gauche. C'est un curseur, hein. Le curseur tout le monde peut le déplacer. Finalement. Alors je pense que c'est un dossier très sérieux et je pense, Richard, que cela ressurgira à un moment donné, un moment imprévu. Et là, sincèrement, je vous le dis à titre privé, je pense que beaucoup de gens, des jeunes, des moins jeunes, et des gens expérimentés ou pas, tomberont sur leur séant, comme on dit.
Voilà. Et moi, je ne cherche pas du tout de gloire, hein, ni d'argent, si vous voulez, mais je suis fier d'avoir traduit ce document. Ça a été une expérience très forte. Ça a demandé beaucoup d'énergie mentale, vous voyez. Parce que c'est très très troublant d'être confronté à ce document pendant des mois, et en tête à tête parce que l'auteur, enfin l'éditeur ne m'a pas beaucoup accompagné, il n'était pas trop disponible. C'est une sacrée expérience, je peux vous dire. Et je sens intimement que c'est un document. Il a un gros succès auprès du public en France. Je pense qu'il y a dans les 50 000 personnes qui ont pu lire ce livre, mais il a été diffusé en PDF. Il a été vendu en PDF par l'auteur, par l'éditeur, si vous voulez. Ouais. Et vendre un livre en PDF, eh bien, c'est un peu, comment dire, suicidaire. Enfin, c'est ruineux, vous voyez ce que je veux dire. Parce que le livre en PDF, il est transmis par le mail, il peut être mis en ligne même, il peut être numérisé ensuite et mis sur un site. Et c'est ce qui a été fait. Il a été piraté, ou que des traductions de très mauvaise qualité ont été pratiquées par des gens que j'ai contactés, mais qui évidemment, des Bernard l'Ermite qui rendent leur coquille dès on vient les voir, ne serait-ce que pour leur dire bonjour, pour leur dire voilà ce qu'on pourrait faire, voilà ce qu'il faudrait faire, ou il vaudrait mieux ne pas faire. Non, ils vous répondent même pas, ni merci, ni excusez-nous, ni ceci, cela, rien, ils disparaissent, vous voyez. Ce qui montre leur mentalité immorale, si l'on peut dire. Oui, je comprends. Et enfin... Le deuxième livre que vous avez traduit, c'est... Ah, donc le deuxième livre, alors donc c'est avec donc Christelle Seval, l'éditeur Atlante, l'édition Atlante. Donc il avait déjà traduit quelques livres d'ufologie. C'est un auteur aussi, Christelle Seval, qui a écrit plusieurs livres qui ont eu un bon écho en France en tout cas. Et donc ce livre, ça s'appelle, l'auteur c'est l'américaine Hardy Six Killer Clark. Hardy Six Killer Clark. Je pense qu'elle est assez connue, hein, elle est connue aux États-Unis. C'est une américaine amérindienne. Et qui s'intitule? Alors ça s'appelle en français, ça s'appelle Rencontre, pluriel, Rencontre avec le peuple des étoiles. Ah oui. Alors, Hardy Six Killer Clark est une professeure d'université de l'université du Montana. Elle a eu l'occasion d'entendre des témoignages sur la tradition Star People, qui est une tradition très vivante chez les Amérindiens, entre autres dans les réserves. Pas simplement dans les réserves, parce que les Amérindiens ne vivent pas simplement dans les réserves, comme on sait. Oui. Et donc elle s'est intéressée au sujet. Et franchement, elle ne connaissait pas vraiment ce sujet. Elle avait entendu des légendes dans l'enfance par sa grand-mère sur les Star People. Mais elle explique dans les premiers chapitres biographiques, elle a mis ça de côté quand elle est devenue étudiante et professionnelle. Et donc elle redécouvre un petit peu cette thématique à un certain âge. Je ne sais pas si elle avait 40 ans quand elle était professeure d'université, mais voilà. Et donc elle s'est livrée une enquête. Apparemment, elle a un très bon contact avec les gens dans les réserves. Les gens lui font confiance parce qu'elle est très respectueuse, elle est chaleureuse, elle parle à tout le monde. Et les gens, peu à peu, se sont confiés à elle. Et ils lui ont mis en contact avec les personnes de la famille, de la communauté, qui avaient entendu, qui avaient vu, qui avaient vécu, qui connaissaient un récit, rapporte, etc. Donc elle a écrit plusieurs livres. Elle a écrit Encounters with Star People, qui concerne les témoignages dans les États-Unis, au Canada et en Alaska. Elle a écrit un autre livre qui s'appelle Encounters with Sky People, et qui décrit des rencontres, des expériences donc, en Amérique centrale. Parce qu'elle a voyagé également Honduras, Guatemala et San Salvador, enfin les États d'Amérique centrale. Dans ces récits, est-ce qu'elle rapporte des êtres humains qui auraient pu monter à bord de vaisseaux et être allés ailleurs et être ramenés sur Terre? Oui. Il y a quelques récits de ce type. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, peut-être 2 ou 3. Je n'ai pas le livre en tête photographié actuellement parce que ça fait quand même un certain temps que je ne l'ai pas relu, parce qu'il a été publié en décembre 2016. Mais il y a un récit, si vous voulez, qui parmi tous m'ont beaucoup frappé, mais c'est une jeune fille qui se promène avec sa grand-mère, et sa grand-mère est amérindienne bien sûr, mais elle connaît les plantes, et les plantes médicinales, les plantes qu'on peut cuisiner, les plantes médicinales aussi. Ils sont dans la forêt, dans un bois,
Et là, l'objet est apparu, et la grand-mère connaît les visiteurs, connaît ces gens, et effectivement, elle monte un moment dans l'objet. Je crois que la petite fille est montée aussi. Et en vérité, ce que l'on comprend, c'est que la grand-mère est une sorte d'instructrice, d'enseignante qui explique à des visiteurs les usages de telle et telle plante. C'est elle-même qui va leur expliquer qu'avec telle plante on fait ceci. Ça paraît un gag par rapport à tous les récits que l'on a. Et pour moi, c'est un signe d'authenticité, parce que ça peut faire rire des nigauds, si on veut venir. Mais si on réagit avec vraiment notre sens intime, on comprend qu'on n'a pas pu inventer ça, parce que c'est destiné simplement une histoire comme ça, a priori destiné à faire rire, à attirer la dérision. Donc un faussaire ne va pas inventer une histoire qui va susciter la dérision, vous voyez. C'est ce que je comprends, c'est ce que vous pouvez comprendre. Et beaucoup de récits sont de ce type-là, des récits vraiment énormes. Par exemple, on entend parler des hybrides, vous savez, ou des Men in Black. Les hybrides, c'est un thème que je crois très sérieux, qui est un peu évité par l'ufologie mainstream, comme on dit, parce qu'effectivement, ça fait très peur. C'est peut-être l'un des sujets qui fait le plus peur, encore plus que les enlèvements et les mauvais traitements subis dans les abductions elles-mêmes. Parce que ce sujet, je commence à le connaître, enfin, je ne le connais pas très bien parce qu'il est énorme, hein, c'est un sujet très très vaste. Mais je suis en contact avec David Jacobs, j'échange avec lui sur Skype, j'ai traduit, c'est l'avant-dernier livre que j'ai traduit. Il m'a Walking Among Us. Et ce thème des hybrides est terrifiant, véritablement terrible, si on le prend au sérieux, évidemment. Il y a les rieurs qui n'ont peur de rien, évidemment, qui tomberont sur leur séant le moment où la divulgation apparaîtra. Mais le vaisseau se trouve dans la cour d'une ferme isolée, parce qu'évidemment les contacts sont aussi, pas forcément d'ailleurs, hein, parce qu'on sait que les abductions par exemple ont lieu en pleine ville, les gens arrivent, passent par la fenêtre, etc. Pas forcément en zone rurale, mais également en zone rurale. Donc une ferme relativement isolée, le vaisseau est suspendu à 30 mètres de hauteur, admettons, et descendent du vaisseau dans un ray de lumière une voiture, un véhicule, avec 6 occupants, vous voyez. Alors le monsieur vit dans sa petite ferme là, devant son champ, son terrain là. La voiture prend le chemin et sort du terrain, et il voit la voiture s'éloigner. Et la voiture tombe en panne, un pneu qui crève, vous voyez, une crevaison. Voilà encore, si Hardy Siskler avait inventé ça, ben vraiment c'est vraiment une histoire complètement ridicule, une histoire pas du tout crédible. Ah ben oui, évidemment, la crevaison, donc tu vas voir l'alien, ils vont venir te demander à déballer. Ah mais on est mort de rire, c'est d'un ridicule ton histoire. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je pense que l'histoire comme ça n'a pas été inventée. Et alors effectivement, l'un des personnages vient vers la maison. Lui, il regardait ça par la fenêtre, parce qu'il avait vu la lumière, c'était en pleine nuit, la lumière projetée par le vaisseau sur son champ. Et l'un des personnages s'approche de la maison, mais il n'entre pas dans la maison, et lui envoie un message télépathique. Il est à l'intérieur, et lui il comprend qu'il doit sortir, il sort, il accompagne le bonhomme, il a compris le message, c'est bon, on est mal là, on t'a choisi ta maison, donc tu dois nous réparer le truc. Et il va changer le pneu. Alors les 6 personnages, il y a des humains, des masculins, des féminins, des mâles, des femelles, habillés en humains, ils sortent de la véhicule, ils se tiennent à l'écart, groupés, ils tournent le dos, ils ne s'approchent pas de lui, ils ne parlent pas, ils les entendent parler un brouhaha, mais ils s'occupent de la voiture. Et puis ensuite il s'en va, et les autres remontent dans la voiture sans l'avoir parlé. Et sauf le type qu'il était venu chercher, lui donne des pièces de one coin, des pièces d'$1, de $2, je ne sais plus quoi, mais neuves, pratiquement neuves. Et il dit qu'il en a gardé une. Puis c'est une histoire à dormir debout, comme on dit. Les personnages, est-ce qu'ils étaient tous habillés de noir? Ah non, c'est pas les Men in Black. Hein. Non, mais... Ils ont une apparence humaine, des femmes et des hommes, mais avec comme des habits urbains, vous voyez. C'est des femmes avec des chaussures à talons, en tailleur, des hommes, en costume, mais vraiment tout ce qui est plus banal, quoi. Ouais, d'accord. Ils sont habillés peut-être pour aller faire une sortie en ville. C'est ça, mais ils n'étaient pas vêtus en noir. Là. Ah non, c'est pas ce qu'on appelle les Men in Black. Hein, non.
Ouais, même si c'était pas comme des Men in Black, ils auraient pu s'habiller en noir. Tu sais. Oui. Mais, ouais. Non, ce sont, d'après moi, des hybrides. Ouais, c'est Enfin, ça. elle ne le dit pas. Hein. La caractéristique de ce livre, c'est que, justement, une caractéristique, et d'après moi, une des qualités, c'est que Hardy se garde, en règle générale, de donner des interprétations des épisodes. Les auteurs de ces livres, vous les avez contactés, hein? Vous avez parlé avec eux, vous avez échangé? En règle générale, oui. Oui, hein? Arrivons au troisième livre, votre troisième livre. Donc, le troisième livre, donc, c'est le livre de Donald Smith et Thomas Carey. OK. C'est Children of Roswell. Children of Roswell. Ah, oui, les enfants de Roswell. Oui. Oui, c'est un très beau livre. Hein. Alors, c'était le dernier livre, le plus récent de Donald Smith et Thomas Carey. Donald Smith vient de publier, fin 2017, il a publié, je crois, c'était en août 2017, parce que Les Enfants de Roswell est paru en juillet 2016, et en été 2017, il a fait un nouveau livre sur le thème de la conspiration, c'est-à-dire comment, de la censure, du cover-up, comment le cover-up a été organisé par les institutions. Vous voyez, c'est pas le thème de Roswell en tant que tel, mais c'est vraiment l'architecture du cover-up. Autour de Roswell, bien sûr, mais dans l'ufologie en général. Roswell fonctionnant comme un modèle, si on peut dire, comme la structure de base. Hein. Ce qui a été mis en place à Roswell a été développé, architecturé, complexifié, développé pendant des dizaines d'années. Là, on arrive au 4e volume que vous avez écrit. Le 4e, c'est d'un livre de Scott Ramsey et Susan Ramsey. Oui. Alors c'est un couple, hein, l'homme et sa femme, également Frank Thayer, 3 co-auteurs. C'est un livre consacré à l'incident d'Aztec de 1948. Ouais. Alors le livre en anglais est publié, en langue anglaise est publié en 2015. The Aztec UFO Incident. Oui. Et donc, je l'ai traduit. Il a été publié Les Enfants de Roswell a été publié en avril 2017. Et Aztec 1948, le titre en français, a été publié en août, entre fin juillet 2017. Tout récent quand même. Oui. Et l'éditeur n'est pas content parce que les livres ne font pas des grosses ventes, alors que, comme vous le comprenez, ce sont des livres majeurs. Je veux dire, par rapport à ce qui est fait dans l'ufologie anglo-francophone, il n'y a pas de comparaison possible, vous voyez, Richard. C'est pas que les Français ou les Québécois, je ne connais pas assez bien, mais qu'il n'y a pas de bons livres, mais là, nous avons affaire à Scott Ramsey qui a commencé à enquêter en 1986 sur le dossier Aztec. Et il a enquêté sans discontinuer pendant 25 ans. Oui. Donc là, nous sommes avec un chercheur qui a été invité dans les congrès, dans les plus grands congrès, hein, que ce soit du MUFON ou il est accepté et reconnu. Son livre est dans la liste de lectures recommandées de Richard Dolan. Ouais. On peut être d'accord ou pas être d'accord avec tout ce qu'expose Richard Dolan, mais c'est quand même l'une des autorités de l'ufologie américaine. Actuellement, oui. Oui. Je l'ai rencontré déjà. Bien sûr que c'est intéressant. Une autre fois, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été en contact avec une abductée. Et ça c'est vrai. Et franchement, Richard, je ne le souhaitais pas parce que c'est un sujet qui me faisait une peur bleue, comme on dit. J'étais absolument pas demandeur de ce type de rencontre, vous voyez. On a passé 3 ou 4 jours, là, en région toulousaine. Et on est allé dans la maison de cette dame. Et un entretien a commencé. Moi, j'ai assisté à l'entretien. Et puis, à un moment donné, j'ai posé un peu quelques questions. C'est très, très bien passé. C'est une personne qui est consciente, qui a une mémoire consciente d'une partie des épisodes, de certains des épisodes,
Et j'ai appris, par exemple, en discutant avec David Jacobs, parce que en 2016, UFO Conscience, Olivier de Sidona, a organisé une interview de David Jacobs, auquel j'ai participé comme traducteur. Là, je la revois de temps en temps, elle a environ dans les 16 000 vues actuellement, ou 20 000 vues, ce qui est pas mal, mais compte tenu de l'importance du chercheur David Jacobs, c'est peu par rapport à la quantité de centaines d'émissions qui ont un grand succès. Compte tenu de l'importance d'entendre David Jacobs, l'un des plus importants chercheurs sur ce domaine, il me dit, en l'espace de 5 ans, quand j'ai commencé, il a commencé entre 86 et 91, ses premières expériences comme de praticien d'hypnothérapie, avec le soutien de Bud Hopkins, parce que Bud Hopkins qui l'a formé pendant 4 ans. Pendant 4 ans, il assistait Bud Hopkins dans les séances. David Jacobs a également suivi des cycles de conférences, de formation. Mais ensuite, pendant 5 ans, il a pratiqué les 325 séances hypnotiques, de régression hypnotique, sur 60 sujets. Et ces 325 séances sur 5 ans, parce qu'on était à l'époque des années 90. Aujourd'hui, on est 20 ans plus tard, donc je crois qu'il a pratiqué 1200 séances de régression hypnotique. Il me dit, je n'ai jamais facturé, je n'ai jamais pris de l'argent. Par contre, j'ai toujours payé une séance, ça coûte de l'argent, les impressions, les transcriptions, tout coûte de l'argent. Donc une séance m'a toujours coûté de l'argent. Par contre, j'ai toujours refusé de facturer quoi que ce soit. Mais c'est aussi les entretiens, ce sont des rencontres avec les gens, qui ne sont pas simplement la séance elle-même. Et par le temps que l'on parvient à créer une confiance, une communication qui fait que on plonge dans l'expérience. Et évidemment, je n'ai pas la preuve de tout ce qu'il me dit, mais je comprends globalement ce qu'il veut me dire, en tout cas. Que ce soit totalement vrai ou pas, mais je comprends qu'effectivement, c'est le temps qui prime, parce que ce sont des épisodes traumatiques, et qui fait que la personne, forcément, ces phénomènes psychologiques, c'est difficile à décrire, que je ne me permettrai pas, parce que la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie, c'est une notion très complexe. Mais les épisodes les plus traumatiques sont forcément les plus enfouis. Alors être sur une table d'opération, être soumis à des expériences physiques, peut-être humiliantes, etc., c'est déjà une chose très, très, très dure. Mais savoir que l'on est en contact avec des hybrides, que l'on devra servir, auxquels on devra expliquer beaucoup de fonctionnement de la société terrestre, parce qu'ils sont en formation, et même s'ils ont une apparence physiologique totalement humaine, et certains comportements qui ont l'air humains, en vérité, leur connaissance profonde de la société québécoise, par exemple, pour un hybride qui serait appelé à résider 6 mois ou 2 ans à Montréal, eh bien, a besoin de connaître, comme un espion, si vous voulez, hein, c'est le thème de l'espion, tout simplement, qui doit se fondre totalement. Il n'y a aucun risque qu'il soit identifié. Et pour cela, des formations, pour cela, de l'immersion. Et donc, je pense que c'est un aspect terriblement traumatisant pour un abducté de savoir que le viol, que l'on associe par exemple aux opérations sexuelles, les manipulations génétiques et sexuelles, et prend une dimension bien supérieure lorsque c'est un rapt de l'esprit de la personne elle-même dans toutes ses conduites, qu'elle sera contrainte de se mettre au service de visiteurs dont les agendas sont inconnus, et qu'elle sera soumise à des pressions, à des violences, si l'idée lui vient de se soustraire au rôle qui lui a été assigné, ou au rôle futur qui lui sera ou qui lui seront assignés dans le temps. Voilà, ce n'est pas le point de vue que je défends, parce que je n'aurai pas de point de vue à défendre, mais c'est un peu le panorama que décrit David Jacobs. Et s'il y a une part de vérité dans cet aspect du phénomène des abductions, eh bien évidemment qu'il doit être pris en compte sérieusement, très très sérieusement.
disons par les milieux ufologiques, mais par nos sociétés. Et évidemment, ces sujets-là seront l'objet de rejet, de censure, de toutes sortes de manipulations des pouvoirs qui ne veulent absolument pas que ces vérités soient connues. De même que les pouvoirs officiels ne veulent absolument pas, jusqu'au présent, que les gens sachent que le phénomène extraterrestre est une réalité, que les soucoupes volantes sont une réalité, etc. Parce que, là encore, pourquoi? Qu'est-ce que les gouvernements nous cachent? Voilà. C'est un débat vaste auquel chacun a des réponses. Quelle est votre opinion? Oh, mon opinion, je ne peux pas la résumer en 2 mots, hein, Richard, mais je suis convaincu, persuadé, après beaucoup de lectures, je n'ai pas les preuves, bien entendu, mais que des civilisations extraterrestres se sont présentées dès les années 30. Certaines étaient des civilisations bienveillantes, bénévolentes ou bien intentionnées, qui ont demandé de renoncer à l'arme nucléaire, aux recherches nucléaires, mais également à l'utilisation des énergies fossiles. Ça se passait à l'époque de Roosevelt, dans les années 30, 1934. On sait que les gouvernements officiels n'ont pas le véritable pouvoir. Le pouvoir appartient au lobby financier, au pouvoir occulte, qu'on appelle aujourd'hui le Deep State, l'État profond. Ce sont des thèmes que l'on entend, mais il faut le prendre au sérieux. Quelquefois, plus on parle d'un sujet, moins on le prend au sérieux. Je crois que c'est très très important de prendre au sérieux ces notions-là. État profond, gouvernement de l'ombre, gouvernement secret, gouvernement nouvel ordre mondial, etc. Et évidemment que Roosevelt a dû dire non. Pourquoi? Parce que le gouvernement appartient aux gens qui ont les centrales électriques et qui gèrent l'industrie pétrolière, parce que c'est ainsi que les profits sont générés. C'est ainsi que la domination de nos sociétés est mise en œuvre, évidemment par l'argent, le pouvoir de l'argent qui achète tout. Ces groupes se sont ensuite dirigés vers les Allemands, à l'époque de la montée du nazisme, mais à cette époque-là, apparemment, ce sont les gens qu'on appelle les Nordiques ou les Pléiadiens, ont passé un accord avec Hitler, comme quoi il ne s'en prendrait pas à la nation juive selon ce qui était dans l'idéologie nazie. Hitler a trahi son engagement, les Nordiques se sont détachés, mais entre-temps, les Américains avaient fait des pactes avec ce qu'on appelle les Orion Grey ou les Reticuliens, qui eux n'ont rien exigé du gouvernement américain, sauf qu'ils ont promis effectivement de communiquer des technologies, ce qu'on appelle la rétro-ingénierie, ou des technologies supérieures, ce qui a été le cas très vraisemblablement, mais en échange de programmes tout à fait sordides, monstrueux, entre autres les programmes d'abduction. Les abductions, les enlèvements font partie d'un programme qui a été autorisé, qui a été toléré par les gouvernements américains, dans la mesure où cela devait rester secret, où cela devait se limiter à. Mais évidemment, c'est le thème du cheval de Troie. Hein. Quand le cheval de Troie entre dans Troie, eh ben, Ulysse et ses amis ont détruit la ville de Troie. Donc ces cultures-là ont un certain pouvoir. La preuve en est qu'aujourd'hui, personne ne peut empêcher les abductions, ce qui veut dire qu'il n'est pas dans le pouvoir. Vous avez peut-être déjà entendu parler de petits livres sur la couverture intitulés « Le gouvernement secret et l'opération Cheval de Troie ». Non. C'est un petit livre qui utilise les mêmes termes que vous venez de dire, qui ont été publiés au début des années 80, au début de mes émissions, que j'avais fait publier par Louise Courteau, éditrice, et qui ont été diffusés à travers le monde entier. Le magazine Nexus, dans les débuts du magazine Nexus, en a fait mention à quelques reprises, tant ces livres sont fondamentaux. Et là, vous revenez avec les mêmes termes, Opération Cheval de Troie,
gouvernement secret, gouvernement de l'ombre, etc. Je chercherai. Oui. Vous pouvez me rappeler le nom du livre c'est édition Louise Courtois, donc la grande éditrice canadienne, québécoise. Exactement. Ça fait plaisir de citer son nom, de lui rendre hommage encore une fois. Oui, c'est une grande amie à moi. Et j'avais un grand ami français ufologue qui venait régulièrement ici au Québec et puis venait chez moi. Il se nommait, il est décédé, Jimmy Gueux. Grand monsieur, bien sûr. En France, il est très très aimé par les ufologues. De son vivant, il était un peu ridiculisé parce qu'il faisait de la science-fiction, mais il présentait des faits réels à travers sa fiction. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on comprend. Alerte rouge, dans les derniers de ses livres, c'était alerte rouge, etc. Parce que il avait compris ce qui se passait en coulisses. Alors que les autres ufologues sont des boy scouts qui cherchent les traces de la chasse au trésor, d'un indice à l'autre, d'un témoin à l'autre, et souhaitant avoir un contacté qui va les amener à rencontrer des extraterrestres lors d'une descente d'une soucoupe volante. Il vaut mieux essayer de comprendre effectivement l'implication, la responsabilité ou la culpabilité des pouvoirs humains. C'est très très important. La dame dont vous nous parliez tantôt, la dame que vous avez dit, il m'est arrivé de rencontrer une abductée. Et vous avez dit, c'était peut-être pas ce que je souhaitais le plus au monde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a révélé qui vous a troublé? Non, c'est pas ce que m'a. A priori, je ne souhaitais pas rencontrer, je ne me sentais pas très prêt à parler à un abducté ou l'entendre partager un petit peu ces choses parce que c'est un sujet qui est effrayant et je peux lire des livres, je peux lire Bud Hopkins, John Mack, Carla Turner, David Jacobs et d'autres. Mais être devant la personne elle-même, je me sentais vraiment un peu lâche, si vous voulez me dire. Je ne me sens pas le courage d'écouter la personne, d'être devant elle, tout simplement. L'expérience que j'ai eue avec cette personne était très positive, on était trois, et à un moment donné, j'ai parlé d'un thème qui est dans les livres de David Jacobs, mais en douceur. J'ai attendu le moment parce que je voulais surtout pas éveiller une blessure, un traumatisme, une réaction imprévue ou violente, un choc, dans la mesure où on a l'impression, on a une sorte de responsabilité, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur, dans l'esprit d'une personne qui a vécu ces choses et qui en a une mémoire consciente ou inconsciente. Peut-être simplement de prononcer un nom, un mot, va réveiller un souvenir qui était inconscient à ce moment-là et avait des conséquences peut-être dangereuses. Ouais. Je pense que c'est pour ça que j'attends l'occasion de pouvoir parler avec David Jacobs sur toutes ces procédures, sur ces protocoles, ce que je trouve très intéressant. Je relis actuellement d'ailleurs ce livre. Les kidnappeurs de notre monde, Jimmy Gueux. Exactement, oui. Voilà, oui. Alors, c'était de circonstance d'en parler, 60 survivants témoignent. Ah oui, ça c'est un livre c'est le premier livre qui a été traduit, c'est la traduction de Secret Life, le premier livre de David Jacobs, Secret Life. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce que m'a dit Cédar? À un moment donné, j'ai évoqué un nom ou un sujet, mais après une certaine préparation, en étant sûr que, pas d'une manière directe, quoi. J'ai à peine effleuré la question, en faisant attention à la réaction éventuelle, mais ça s'est très bien passé. J'ai parlé des insectes alines qu'évoque David Jacobs, bien sûr, pas seulement. Ouais. Et elle a réagi très très calmement, elle m'a dit oui, mais c'est tout à fait comme ça. C'est-à-dire que les insectalines apparemment ont le pouvoir, ont l'autorité dans les opérations d'abduction, donc ce qui veut dire qu'ils sont quand même à la tête en partie de certains de ces programmes. Peut-être qu'il y a des autorités au-dessus de ces insectalines, évidemment. Toujours pareil, un effet poupée russe, qui est véritablement gouvernement de l'ombre sur Terre ou ailleurs.
Mais en tout cas, ils ont l'autorité apparemment, même sur certains qu'on appelle des lézards ou reptiliens, mais et sur les grands gris et les petits gris, sachant que les petits gris et les grands gris ne sont pas exactement la même espèce. Ils sont peut-être parents génétiquement, mais ils sont quand même... Voilà. Et donc, apparemment, David Jacobs explique que quand des abductés refusent de se soumettre au plan d'intégration, au plan de manipulation avec les hybrides, on les confie aux insectalines, qui eux sont chargés de les soumettre. Et alors là, c'est impossible de leur résister parce qu'ils pratiquent de l'induction mentale. C'est-à-dire qu'ils plongent leurs yeux dans les yeux de la personne. Et ça, c'est un thème qui est très présent dans le livre, donc « Il marche parmi nous ». Et c'est un thème qui apparaît déjà dans le titre choisi par Jimmy Gull, Les kidnappeurs de notre monde, dans, disons, Secret Life. Effectivement, c'est une manipulation qui n'est pas toujours signalée, je crois, dans le livre de John Mack, ni d'Yvonne Smith ou autre. Mais apparemment, l'entité prend le contrôle de la personne en plongeant ses yeux dans ses yeux, savoir en prenant le contrôle du nerf optique par une force mentale, une force voilà, que l'on ne comprend, que la science officielle ne comprend peut-être pas encore, mais la prise de contrôle de l'œil, du nerf optique, donne accès au cerveau. Et la personne est capable de, soit l'entité est capable de capter des pensées du sujet, ou de télécharger des images, des pensées, d'imposer des images, des perceptions, et peut imposer des perceptions particulièrement traumatiques, un petit peu comme l'absorption d'une substance psychoactive, psychotrope, produira des hallucinations. Ils sont capables de produire des visions cauchemardesques, par exemple, terrifiantes, angoissantes, par induction mentale. Et c'est une sorte de torture psychique, pire que la torture physique, qui est infligée, et donc à titre de menace, de dissuasion. Si tu ne te soumets pas, on te passera un autre film encore pire que celui-là. Oui, une torture, dans le fond, un peu comme à Guantanamo. On fait croire à la personne qu'elle va se noyer pour la réduire à sa plus simple expression. Et la personne perd toute volonté, toute résistance, et on lui fait dire ce qu'on veut, finalement. Richard, bon, l'entretien est enregistré, bon, je ne sais pas si ce sera diffusé d'une manière ou d'une autre, mais concrètement, si vous lisez le livre « Il marche parmi nous », donc puisqu'il est publié en novembre 2017, eh bien, je vous dis, je préfère vous laisser la découverte, faire la découverte. Ça, c'est votre 5e livre que vous avez traduit? Oui, c'est le 5e, oui, tout à fait, oui, le livre de David Jacobs. Oui. Il marche parmi nous, donc le livre, c'était Walking Among Us, en 2016. Mais vous trouverez effectivement certains épisodes particulièrement clairs et déchirants, véritablement lecture très lourde dans ses significations concernant les manipulations mentales de ce type, dans des inductions mentales qui sont pratiquées. Je ne veux pas développer, ce serait trop violent pour les auditeurs et pour vous, je préfère que vous découvriez. Oui. Jean Librero. Vous allez vous me voyez, là? Oui, je vous vois parfaitement et vous avez vraiment regardé vers la caméra, ce qui était excellent. Alors, continuez à regarder vers la caméra parce que je vais avoir votre réaction. En tant que traducteur, quand je vous dis qu'un auteur américain écrit un livre dont le titre est Walking Among Us. Us s'écrit bien US. Oui, parce qu'ils ne sont pas nécessairement autorisés à intervenir partout sur la planète Terre. Mais l'entente a été prise à l'époque d'Eisenhower et même avant lui, sous Truman, pour qu'ils aient l'autorisation d'agir sur le peuple des US, des Américains, us, among US. Yes. You understand what I mean, hein?
I understand what you mean. Je pense que c'est, oui, tout à fait, c'est important, très important. Merci Richard pour cette observation. C'est vrai que je n'avais pas pensé, quelquefois, c'est ce qui est devant notre nez. On cherche nos lunettes qui sont devant notre nez. J'ai eu affaire tellement souvent aux Américains et à des cas. J'ai connu très très bien Bob Hopkins. Il est venu vivre ici chez moi à quelques reprises. J'ai été, je les connais tous. Alan Hynek a même donné des entrevues avec moi au début de mes émissions. Et pourquoi je me suis intéressé à l'ufologie, c'est que j'ai vécu personnellement quelque chose à quelques reprises quand j'étais jeune. Et j'ai été amené dans les X-Files. Et je sais, de l'autre côté de la médaille ou de l'autre côté de la couverte. J'ai été traducteur, enfin je suis toujours d'ailleurs, je suis traducteur commercial. Bon, oui, d'accord. J'ai été traducteur, mais d'espagnol et d'anglais, mais traducteur judiciaire. J'étais traducteur officiel pour la justice. J'ai travaillé comme traducteur, ce qu'on appelle traducteur assermenté en France. Oui. C'est traduction pour les administrations, pour les entreprises également, traduction légale, et pour les particuliers, vous voyez, tout ce qu'on appelle la traduction assermentée. Hein. Vous devez savoir ce que ça veut dire. Donc vous avez l'expérience des dossiers réservés qu'à des initiés, pas pour être publiés sur la place publique. Oui, des dossiers, bien sûr, dossiers d'enquête judiciaire qui sont confidentiels, bien sûr. Oui, c'est ça. Ça peut être criminel aussi, ça peut être... Oui, bien sûr. Ah, ouais. Mais sinon, j'étais un peu enseignant d'anglais, j'étais professeur des écoles également. J'avais commencé une carrière d'historien d'art il y a très longtemps. J'étais stagiaire conservateur à un moment donné, mais j'étais inscrit en doctorat également, que je n'ai pas terminé. Vous voyez, c'est dans les années 80, fin des années 80. Voilà, j'ai un parcours assez multiple, si on peut dire. Extraterrestre et tout ça. Vers quoi ça va vous mener, vous pensez? Ce qui se passe, comme je vous dis, Richard, c'est que là actuellement, disons qu'on ne peut pas vivre de cette activité parce que les livres ne se vendent pas suffisamment, vous voyez. C'est un petit peu dommage, hein, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup à faire. Je comprends un peu le milieu francophone en France, qui est véritablement aliéné, vous voyez, l'aliénation, l'abrutissement, parce qu'effectivement c'est un milieu qui s'est développé entre soi, vous voyez, comme un petit peu comme l'île de Pâques, vous voyez, où est-ce qu'on trouve les grosses tortues, les tortues de Galapagos, vous voyez, des espèces qui se développent sur un territoire isolé, comme si on n'est pas en rapport avec d'autres continents ou d'autres îles. Les espèces qui se trouvent à Galapagos, elles ne se trouvent pas ailleurs parce que c'est un territoire protégé. Oui. Les espèces disparues ailleurs se trouvent là. Alors je pense qu'un peu les ufologues, le milieu ufologue français, un peu c'est ça aussi, des espèces qui sont là mais qui ne sont pas ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on nous dit toujours c'est la barrière de la langue. Et c'est véritablement, là encore, on voit le poids de l'état profond, vous voyez, Richard, mais au niveau international, au niveau profond, en l'occurrence. Je ne dis pas parler de la France, de l'État français, non. C'est comment les pouvoirs en place structurent la censure. Ça passe aussi par cela, que les gens, ne lisent pas, donc ils écoutent quelques vidéos, ils se font des opinions sans avoir lu des livres qui sont le fruit de recherches considérables. Hein. Un chercheur va mettre des années à écrire un livre, et donc c'était tout à fait considérable. Non, les gens lisent peu de livres. Alors déjà, la censure fonctionne très bien comme ça. Quand on ne va pas chercher l'information vraiment, où elle est, on se contente de quelques vidéos, de 10 minutes, de 30 minutes, ou d'une heure ou deux, mais c'est insuffisant. Une vidéo, c'est un condensé d'une recherche. Et surtout, on ne lit pas l'anglais, on ne lit pas le russe, ni le chinois.
On ne lit pas les langues étrangères. Or les documents de recherche sont publiés à l'échelle mondiale, quelle que soit la discipline scientifique ou autre, hein, que ce soit la chimie, l'architecture, l'ingénierie, l'aviation, la médecine. 50% des publications du monde sont en anglais. Et la langue française ne représente même pas 10%, peut-être 5% des publications. Donc dans ce domaine qui est déjà très spécial, très marginal, si l'on peut dire, se priver de la contribution des chercheurs, car sachant que le phénomène ufologique, ne l'oublions pas, quand le veuille ou non, a commencé en 1947 aux États-Unis. Donc vraiment la compréhension de toutes ces choses passe aussi par les chercheurs américains. Nous parlions tout à l'heure de Jimmy Gueux. Jimmy Gueux a voyagé aux États-Unis. C'est l'un de ses grands mérites. Et il explique que les agents qui étaient en uniforme bleu sombre, des militaires mais sans unité d'affectation, qui sont signalés dans le livre de Scott Ramsey, des unités qui arrivent sans écusson, sans identification d'unité. On ne peut pas savoir s'ils appartiennent à la Navy ou à l'Air Force ou à l'Army. À la base qui se trouve au nord du Colorado, vous voyez, c'est Blue Berets qui étaient des unités spécialisées dans les récupérations, entre autres. Hein. C'est aussi le témoignage de Clifford Stone, hein. Clifford Stone qui a appartenu à ces unités. Vous connaissez les éditions Ariane? Oui. C'est québécois? Oui. Et depuis 2 ans, il publie coup sur coup, à tous les 3 à 6 mois, des livres traduits de l'américain, entre autres. Et il y a quand même une forme de révélation qui est en train de se faire dans le milieu francophone à partir des livres anglais ou américains. Bien sûr. Mais l'ufologie de Jimmy Gueux n'était pas la même que les Américains. D'ailleurs, c'est ce qui le fascinait lorsqu'il venait en Amérique, c'était de rencontrer les ufologues américains pour voir leur version de certaines choses, car en France, en Allemagne, en Belgique, il y a une autre forme d'ufologie. C'est comme si la planète Terre avait été cartographiée et bon, ça va être votre territoire pour telle catégorie d'extraterrestres. L'autre territoire appartient sous la dominance de telle autre catégorie. Là, Poutine vient de faire une révélation étonnante il y a à peine quelques jours, que l'avancement de la science et de la technologie de pointe des armes soviétiques, actuellement en 2018, proviendrait d'aide de Rigel. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Pierre Petit? Jean-Pierre Petit, c'est très très important. Il a été ignoré, censuré en France, totalement ignoré, tellement je pense que les pouvoirs publics ont voulu l'écraser, tout simplement, autant que possible. Mais il a une grosse force de caractère, il a résisté à ce mépris, cette volonté de destruction pendant 20-30 ans. Un ingénieur apparemment extrêmement brillant et auquel on a coupé les fonds, hein, puisqu'on a empêché de continuer à travailler comme maître de conférence et de développer des travaux sur la magnéto-hydrodynamique. Il s'exprime également sur effectivement les armements, les nouveaux armements russes. Et moi, je me souviens d'avoir lu ça il y a longtemps, quand il parlait des missiles sous-marins qui sont capables, des torpilles, qui ne sont pas à hélice, mais qui sont avec une énergie magnéto-hydrodynamique ou autre, mais qui font ça Mach 10. Ça fait plus de 20 ans que Jean-Pierre Petit a parlé de ça. Il n'y a que l'armée française, apparemment, qui fait comme s'il n'était pas au courant, qu'elle n'entendait rien. Et toutes les armées du monde, les États-Unis, et la Russie, la Chine, possèdent ces armements. Mais seulement en France, on n'a pas voulu développer ces recherches et on se trouve comme cela, gros comme devant. Ouais, il s'est calé lorsqu'il a osé dire que ses travaux de magnéto-hydrodynamique avaient été inspirés par des documents humites, des humites. Et en Russie, ils ont eu la visite de ces fameux humites avec le fameux symbole très caractéristique.
Et Poutine a aussi mentionné que, justement, ils utilisent la magnéto-hydrodynamique, et Jean-Pierre a dû certainement confirmer tout ça, parce que c'est la magnéto-hydrodynamique qui fait fonctionner le fameux Octobre Rouge, le fameux sous-marin exceptionnel. Et ils ont eu une altercation il y a une semaine avec un sous-marin anglais d'Angleterre, dans la mer du Nord, avec un sous-marin russe. Il se passe des choses, il se passe beaucoup de choses. Mais attends, excusez-moi, mais je voudrais dire un mot quand même sur Jean-Pierre Petit, si vous permettez, Richard, parce que vous avez voulu le sujet tout à l'heure, et je vous laissais continuer, mais bien sûr, permettez, c'est tout à fait important. Et je vous recommande quand même un livre qui a été publié, un livre à des conférences d'ailleurs de l'auteur, un livre qui a été publié par les éditions Atlante, il s'appelle Stone Garden Teapot, c'est un pseudonyme, hein. C'est une sorte de stone, plus loin garden, plus loin teapot, c'est de l'anglais. Bon, oui. Alors c'est un jeu de mots sur un auteur français très connu qui est Teilhard de Chardin. Ah ouais. Le teapot, c'est le thé, hein, c'est du thé. La théière, comme la théière, c'est ça, exactement. Alors si vous prononcez la québécoise, peut-être Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, Teilhard de Chardin, oui. Teilhard, teapot. le jésuite qui a travaillé beaucoup en Chine, et le phénomène humain, oui. Et donc apparemment il y a des thématiques qui sont dans la pensée de Teilhard de Chardin qu'on retrouve dans la pensée mythe. C'est pas par hasard hein, qu'il a ce pseudonyme. Mais c'est un livre qui a été publié aux éditions Atlante et ça s'appelle Humo de point l'avertissement. Donc je recommande au lecteur ce livre. Oui. Je ne vais pas vous dire le contenu parce que l'avertissement, effectivement, désigne certains chapitres qui se trouvent à la fin du livre, oui, qui sont de l'ordre de l'avertissement sévère sur l'évolution de nos sociétés, évidemment, face aux cultures terrestres, des cultures qui ne sont pas malveillantes, hein, mais qui nous avertissent également sur les dangers auxquels l'humanité se confronte elle-même. Eschatologique. Hein. Tout à fait. Et alors, si les gens veulent connaître mieux l'auteur et ce livre, eh bien, il y a une série d'émissions qui a été faite sur un média qui s'appelle Immedia, H-Y-M plus loin Média. Oui. Et c'est Laurent Fent, le responsable. Laurent Fent, qui est responsable de ce média, qui a environ 2 ans, hein, c'est très récent, mais il fait de très très bons programmes, vraiment. Entre autres, quand il interviewe certains auteurs ou certains conférenciers pour des sujets lourds, il leur donne jusqu'à 5 heures. Donc là, il a fait 3 séquences d'enregistrement, enfin qui sont diffusées en plusieurs séquences, mais en total, ça fait 5 heures d'enregistrement de Stone Garden Teapot sur le thème humide et sur son livre Humo l'avertissement. 5 heures. Oui, ok. Et Nora de Nurea TV a également interviewé Stone Garden, et je crois que ça fait dans les 3h30. Donc en 2 séquences ou en 3 séquences. Oui. Alors là, j'arrive avec ma question. Wernher von Braun. Wernher von Braun, ça vous dit quelque chose? Celui qui est le père des fusées Apollo qui ont permis aux Américains d'aller sur la Lune, qui travaillait en Allemagne nazie sur les V1, V2. Et Wernher von Braun a averti l'humanité avant son décès qu'après les États voyous, on utiliserait pour créer la panique dans le monde l'arrivée massive d'extraterrestres des confins de l'univers qui viendraient comme une menace pour la civilisation humaine. Et que ce serait tout arrangé par un grand coup de théâtre faux. C'est un grand sujet. Hein. Donc il n'y a pas de réponse à cela en quelques mots. Je pense qu'il était bien placé pour dire cela, même si ça s'est passé il y a plus de 50 ans, ce qui veut dire que la manipulation, la construction était déjà bien en place, hein, il y a plus de 30 ou 40 ans. Il a déclaré ça dans les années 70.
Avant son Voilà, décès, là, fin des années 70. donc il y a plus de 40 à 40, plus Oui, de c'est 40 ans. Ce Oui, qui veut 40, dire que l'État profond, si on peut dire un gouvernement de l'ombre ou oui. un complot qui vient pas de sites conspirationnistes sur Internet, mais le complot vient justement de ces autorités qui sont bien réelles, mais étaient déjà structurées. Ceci dit, c'est un sujet qui est tellement vaste. Il peut y avoir un complot effectivement destiné à peut-être à une soumission, bien sûr, des populations. Qu'est-ce que ça veut dire un coup d'État? Qu'est-ce que cela veut dire? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas effectivement des groupes extraterrestres, des groupes aliens, effectivement, qui ont effectivement des agendas particulièrement sombres. Je pense que le livre de David Jacobs nous décrit l'architecture sociale, l'architecture d'une stratégie d'infiltration, d'intégration et donc de domination en œuvre dans nos sociétés. Et ce qui s'apparente, il emploie le terme lui-même, le terme d'invasion en anglais, je n'ai plus le terme là, mais c'est un terme qui apparaît dans les séances de régression. Il y a un bruit terrible dans la pièce d'à côté, quelqu'un qui se sèche les cheveux, je ne peux plus me concentrer là. Mais le terme, bref, ce qui veut dire que c'est une sorte d'envahissement, d'invasion, comme une invasion militaire, mais occulte, encore plus terrifiante que l'apparition d'armes de nouvelle génération à rayon plasma ou autres développées par l'armée russe ou par l'armée chinoise ou par l'armée américaine, des armes secrètes qui n'ont jamais été déployées officiellement, des armes qui sont dans les programmes spatiaux secrets également, parce qu'encore une fois, non pas Jean-Pierre Petit, il y a des choses qui sont confirmées par Poutine en fin de compte, etc. Où Poutine confirme finalement des révélations de Petit. Mais Jean-Pierre Petit a dit également, il y a plus de 20 ans je crois, qu'on a déjà fait le tour du système solaire, et c'était dans les années 80 ou années 80, début des années 90. Et donc, si on a fait le tour du système solaire, c'est pas avec c'est pas avec Apollo ou avec les sondes qui sont allées sur Mars, où la moitié se sont écrasées dans l'espace dans des conditions mystérieuses. Enfin, disparu. C'est pas le programme lunaire ou le programme vers Mars, il s'agit d'une autre échelle de programme, ce qu'on appelle les programmes spatiaux secrets. L'autiste en Angleterre qui avait fouillé dans les ordinateurs de la NASA et comme par hasard, il cherchait des preuves de phénomènes extraterrestres dans les ordinateurs de la NASA et il en a trouvé. Vous savez de qui je parle, là? C'est un Gary McKinnon. Exactement, oui. Britannique, oui. Et lui a expliqué qu'il y avait non seulement la Air Force, mais il y a la Space Force américaine. Oui. Et puis tout ça défile dans les vies. Et ce que l'on sait nous donne une idée de ce que l'on ne sait pas, qui peut être, comme un iceberg, hein, c'est toujours 10%. Donc ce que l'on sait nous donne une image un petit peu de l'énormité de ce que l'on ne sait pas encore. Mais en tout cas, quand on lit William Tompkins, hein, qui est la source principale du deuxième livre de Michael Salla sur les programmes spatiaux secrets, sur les Nordiques, si l'on écoute Andrew Bassaggio, si on écoute Corey Goode, encore une fois, Corey Goode n'en parle pas du tout en France. Pas du tout, c'est le silence complet. On en parle dans certains sites, hein. Aliens, ils sont déjà là, le site de notre ami Terry Caillot, c'est un groupe intéressant qui relaie les informations de Michael Salla et de Exopolitics et de Corey Goode, également David Wilcock. D'ailleurs, grâce à la presse galactique, grâce à des sites canadiens. Oui, ben oui. Parce que c'est ben, vous êtes vraiment averti, j'en reviens pas. Vous êtes averti, vous êtes un homme omnivoyant, omniscient, vous êtes intéressé par toutes les avenues. Je trouve ça génial.
avance et on essaie effectivement de comprendre la structure globale, la structure, comment ça se passe, mais on avance toujours à son rythme, chacun. Et en tout cas, heureusement, merci la presse galactique, merci le Québec, merci Richard Glenn, merci tous ces acteurs, parce qu'en France, ça n'a pas été fait, quoi, qu'il y a quelques sites, il y a un site qui s'appelle Elyséan, bon, qui traduit, les communications de Corey Goode sont volumineuses, hein, très volumineuses, hein. Mais voilà, la question des programmes spatiaux secrets. On nous parle d'armes spatiales développées par les Russes, d'armes extrêmement sophistiquées par l'intervention de groupes extraterrestres. Mais je peux bien comprendre que les Russes et Poutine soient prêts à divulguer ces réalités. Et je le souhaite, je pense que vous le souhaitez, que les auditeurs le souhaitent, et ça fera un effet domino. Moi, j'ai toujours dit, écoutez là-dessus, Jean, j'ai toujours dit, il n'est pas bon de réveiller le loup qui dort. Et comme le petit chaperon rouge, quand il entre dans la connaissance de ce qui se passe, il pense que c'est la mère grand qui est couchée dans le lit et commence à se poser des questions. Pourquoi tu as de si grands yeux noirs hybrides? Pourquoi tu as de si grandes têtes? Pourquoi tu as tu te montres seulement la nuit? Pourquoi tu évites de te montrer en plein jour? Et pourquoi tu as de si grandes dents? C'est pour mieux te manger, mon enfant. Oui, c'était pas ma grand-mère en vérité. Ma grand-mère... Alors j'ai comme l'impression que le phénomène extraterrestre profite ou impose ce silence à l'humanité. Parce que le jour où on connaîtra la vérité, ils n'auront plus de gêne. Et ça deviendra au grand jour quelque chose qui sera terrible à subir et à vivre. Je dirais aussi, c'est peu qu'on ait une divulgation qui nous permet de comprendre mieux ce que communique Corey Goode ou David Wilcock, d'autres insiders, parce qu'on parle de Corey Goode, mais il y en a d'autres, il y a Emery Smith, et il y en a d'autres, Cobra et d'autres, hein, c'est toujours pareil. Il y en a peut-être beaucoup d'autres qui ne sont pas exprimés encore publiquement, en tout cas. Mais peut-être que ces réalités sur les programmes spatiaux secrets, qui sont dans le livre de William Tompkins, Selected by Extraterrestrials, qui n'est pas traduit en français, mais qui est la source du deuxième livre de Michael Salla sur les programmes spatiaux secrets, le premier est très intéressant aussi. Mais en fin de compte, ces programmes spatiaux sont vraisemblablement une réalité. Et William Tompkins a commencé à travailler dès les années 50. Donc, la mise au point de technologies d'antigravité, était en œuvre dès les années 50, vraisemblablement avec le concours de groupes extraterrestres, les Nordiques et d'autres. Il y a beaucoup de révélations qui sont dans le livre de Michael Salla, le deuxième, mais également dans le livre lui-même de William Tompkins, parce que William Tompkins explique que les secrétaires qui ont travaillé avec lui, etc., on comprend des liens avec des choses qui sont passées en Allemagne. Donc les Nordiques ont collaboré à des choses ici et là. C'est un univers qui paraît de la science-fiction, tellement c'est énorme. La réalité dépasse la fiction, on sait. Mais pour résumer quand même, je pense qu'il ne faut pas seulement avoir une vision comme ça catastrophiste sur ces réalités-là, parce qu'il y a aussi des groupes extraterrestres puissants à l'échelle du système solaire, de la galaxie, et qui ne permettront peut-être pas une destruction de notre planète, vous voyez. Toujours pareil, on voit des groupes actifs, mais il y a également peut-être des groupes qu'on ne voit pas, qui sont encore plus puissants que les Rigeliens, qui sont les Orions ou les Réticuliens. C'est une question qui est posée, et on le trouve dans les témoignages de Corey Goode. Il explique comment ce qu'il appelle Sphere Being Alliance ont donné un message à la Fédération Galactique. Et une Fédération Galactique qui n'est pas forcément bienveillante et qui a l'autorité sur la galaxie, de leur dire n'allez pas trop loin parce qu'on peut vous arrêter. Et ceux à qui ils s'adressent sont capables de comprendre que le message qu'on leur donne est fondé. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens de les arrêter. Ce sont des débats, hein. C'est-à-dire que je veux dire qu'il ne faut pas voir les extraterrestres comme simplement des amis de l'humanité. C'est aussi une réalité, hein, ce qu'a décrit Adamski ou Howard Menger ou Daniel Fry ou autres, ou Orfeo Angelucci. Je suis sûr qu'il y a effectivement des groupes bienveillants et très puissants. C'est pas parce qu'ils ont l'air d'anges
qui n'ont pas de force. Hein. Ils sont peut-être beaucoup plus de moyens d'action que les groupes hostiles. Connaissez-vous les travaux de Corrado Malanga? Un peu, oui, j'ai entendu une émission. Alors, il y a son livre qui a été publié aux éditions Atlante. Hein. Atlante. En français. Oui. Oh, intéressant. Alors, ça s'appelle comment? J'ai plus le titre en tête. Hein. Mais regardez. Il a une ufologie propre à lui qui est très, très poussée dans le type d'êtres extraterrestres et puis de leur manière de cloner des humains. Puis, c'est incroyable, là. Oui, et puis c'est difficile à suivre, hein, difficile à comprendre, parce qu'on se demande s'il parle de phénomènes, quelquefois de phénomènes réels, ou des phénomènes purement psychiques, c'est pas toujours très intéressant. Il y a une conférence, si vous voulez, de Silvano Trotta, si vous allez sur la chaîne YouTube de Silvano Trotta. Oui. C'est un chercheur, enfin c'est quelqu'un qui a une chaîne, un groupe qui s'appelle... Ufologie avec Y et Alien Theory. Oui. Et sinon, il a sa chaîne YouTube et vous trouverez un entretien avec Corrado Malanga. Très intéressant. Un entretien en italien et après, je crois, sous-titré par une traductrice. Oui, c'est curieux parce que Corrado est allé étudier à Paris pendant plusieurs années. Il parlait français légèrement, là, mais... Oui, il parle français un peu par moment, oui, mais c'était plus facile, parce que Silvano Trotta est d'origine italienne, donc il comprend l'italien. Bon, voilà, je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses. Je vais vous faire connaître au public québécois, définitivement, on ne peut pas passer à côté de vous, là. Vous faites partie de ceux que je considère comme des gens très bien éclairés. Je ne sais pas si vous connaissez Mark Gray. Oui. Qui a souvent des contacts avec des Américains parce que lui aussi parle bien français, anglais. Et il y a de l'espoir que la planète continue à faire des contacts et des... Nous aussi, on a droit à notre trame. Pas seulement le nouvel ordre mondial, mais nous aussi, les gens qui sont de l'underground, si on veut. J'aime rencontrer les gens en parlant comme on fait là. Merci Richard. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Je me dis, on va faire connaissance. Et c'est comme cela, mais je n'avais pas prévu qu'on parlerait longuement. Moi, c'est l'homme derrière les livres, les traductions, les conférences, les films, les travaux spectaculaires. Non, c'est l'homme, l'individu, l'être. Et je vois à quel point vous avez su saisir là, toute cette dynamique, la psychologie qu'il y a autour de tout ce phénomène. Et vous le ressentez aussi de la manipulation qui est faite. Jimmy Dieu appelait ça l'intox. Mais il y a quand même un courant qui est en train de se créer. Ressentez-vous cette énergie positive qui rejoint tous les humains de bonne volonté? Ils feront la récolte du bon grain avant de mettre le feu au champ. Pour les abonnés au club créé à l'adresse orandia.ca, il y a déjà 3 vidéos disponibles avec Caroline Mayou, Parécha, Rial Provo et Marc Lapelle. Le complément surprenant qui apporte beaucoup d'informations complémentaires à ce qu'on vient de voir et d'entendre, c'est disponible par l'adresse ésotérisme-exp.com. Merci d'être abonné au Club Créé. Merci d'être ici tous les samedis soirs aux vidéos Orandia du samedi soir. Je lis toujours tous les commentaires écrits ici sous le vidéo Orandia sur YouTube. Un pouce par en haut, très apprécié de la part de toute notre équipe. Bonne semaine.